Très bien. Alors, bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui va porter sur l'hypersensibilité de type 1. On va d'abord revoir cependant quelques généralités, quelques définitions qui concernent les états d'hypersensibilité en général. Alors, le système immunitaire, vous le savez, il nous protège contre tout ce qui est étranger, différents germes, différents pathogènes. Ça, c'est sa fonction normale en physiologie. Cependant, il peut arriver qu'il travaille en excès, qu'il s'active alors qu'il n'y a pas lieu de s'activer. Et là, il engendre plutôt des dommages tissulaires. Nous avons deux situations. Il s'agit essentiellement des états d'hypersensibilité. Dans l'hypersensibilité, nous avons une réaction du système immunitaire qui n'a pas lieu d'être. On ingère ou on respire, on inhale ce qu'on appelle des allergènes. Et en principe, on est censé les tolérer. Mais chez les personnes hypersensibles, il n'y a pas de tolérance. Donc, on dit que la personne est hypersensible. Donc, c'est une sensibilité excessive du système immunitaire. Et puis, nous avons aussi les maladies auto-immunes. Dans les maladies auto-immunes, comme le nom l'indique, le système immunitaire réagit contre les antigènes du soi, contre nos auto-antigènes. Voilà, donc ce sont les deux situations où le système immunitaire s'active alors qu'il ne devrait pas le faire et qu'il engendre des pathologies. Donc nous, vous le savez, on va s'intéresser aux hypersensibilités. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une hypersensibilité? Hypersensibilité veut dire qu'une personne hypersensible veut dire qu'elle développe des symptômes suite à une exposition à quelque chose, à un stimuli bien défini. Et à une dose qui est normalement tolérée. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas d'hypersensibilité, donc si j'inhale tel pollen, je le tolère. Par contre, une autre personne peut développer une réaction immunitaire, donc cette personne est dite hypersensible. Voilà. Mais quand on parle d'hypersensibilité, en fait, c'est général. Il ne s'agit pas forcément du système immunitaire. Donc, on répond à un stimulus par des mécanismes immunologiques ou pas, par des mécanismes toxicologiques, etc. Donc, il y a plusieurs mécanismes. Donc, il ne s'agit pas forcément de système immunitaire. Par contre, voilà, quand il s'agit de mécanismes immunologiques, là, on parle d'allergie. Donc, c'est la différence entre hypersensibilité et l'allergie. Quand on dit hypersensibilité, ça veut dire qu'on répond de façon excessive, mais qu'il ne s'agit pas forcément du système immunitaire. C'est pas forcément le système immunitaire qui répond. Donc, il y a différents mécanismes. Mais quand le mécanisme est immunologique, là, on est dans l'allergie. C'est bon, on est dans l'allergie. Donc, en fait, quand on est en immuno, on dit hypersensibilité des types 1, 2, 3 et 4. En réalité, il s'agit d'allergies. Donc, ce sont des hypersensibilités médiées par des mécanismes immunologiques. Donc, ce sont des allergies. On devrait dire allergie type 1, type 2, type 3, type 4. C'est juste pour que vous compreniez. C'est pas le cas, on dit hypersensibilité type 1, 2, 3 et 4, mais sachez que c'est immunologique. Alors, puisque c'est immunologique, ces mécanismes d'hypersensibilité sont médiés soit par des effecteurs cellulaires, ça veut dire des lymphocytes, ou alors des effecteurs humoraux, c'est-à-dire les immunoglobulines ou les anticorps. Enfin, on a ce qu'on appelle l'atopie. Quand on dit qu'une personne est atopique, ça veut dire tout simplement qu'elle a tendance à faire de l'allergie, d'accord? Donc, c'est une sorte de susceptibilité parce que la personne a un terrain génétique qui favorise les allergies, le développement d'hypersensibilité. Alors, maintenant, on va passer à la classification. Je vous l'avais dit tout à l'heure, les allergies ou les hypersensibilités d'ordre immunologique sont de 4 types. Type 1, type 2, type 3, type 4. Et c'est le même ordre par rapport au délai d'apparition des symptômes. Ça veut dire que l'hypersensibilité de type 1, dans cette hypersensibilité, on a des symptômes qui se développent au bout de quelques minutes. Dans la type 2, la type 3, c'est au bout de quelques heures jusqu'à 24 heures. Et pour la type 4, elle est dite d'ailleurs hypersensibilité retardée. Allez, bon, je reprends quelques définitions. Donc, je disais que l'hypersensibilité, c'était quoi? C'était le fait qu'on développait des symptômes suite à l'exposition à un stimulus. Et normalement, on n'est pas censé répondre à ce stimulus quand on n'est pas hypersensible. Mais quand on est hypersensible, on développe des symptômes. Voilà. Et quand ces symptômes sont développés suite à des mécanismes immunologiques, là, on parle d'allergie. Et ces mécanismes peuvent être d'ordre humoral ou cellulaire.
Voilà. Alors, donc, l'allergie, c'est quoi? L'allergie, c'est une hypersensibilité qui est médiée par des mécanismes immunologiques. Ces mécanismes peuvent être d'ordre humoraux ou cellulaires. L'atopie, par contre, l'atopie, c'est quand on a une susceptibilité à développer de l'allergie. Donc, généralement, on a un terrain allergique et donc on développe souvent des allergies. Donc, une personne atopique, c'est ça. C'est une personne atopique, ce n'est pas une personne qui a développé une fois dans sa vie une réaction d'hypersensibilité. Non. C'est une personne qui, dès le départ, elle avait cette susceptibilité. Dès qu'elle est enfant, elle fait de temps en temps des allergies. Généralement parce qu'on a un terrain génétique qui favorise ça. Alors, ensuite, j'avais parlé de la classification. Je disais donc qu'il existait 4 types d'hypersensibilité, d'ordre allergique, d'ordre immunologique. Bon, c'est vrai qu'on dit hypersensibilité tout court, mais il faut comprendre que là, on est dans tout ce qui est immunologique. Alors, il faut savoir que l'hypersensibilité de type 1, ces symptômes surviennent très vite. Elle est dite d'ailleurs immédiate. On l'appelle hypersensibilité de type 1 ou immédiate. Les symptômes apparaissent quelques minutes seulement après l'exposition à un allergène. L'hypersensibilité de type 2 et l'hypersensibilité de type 3 les symptômes apparaissent après plusieurs heures. Et l'hypersensibilité de type 4, elle est dite par contre retardée, parce que les symptômes apparaissent 48 à 72 heures après exposition à l'allergène. Voilà. Il faut savoir aussi que les hypersensibilités de type 1, 2 et 3 sont médiées par des anticorps, donc les mécanismes sont humoraux, tandis que l'hypersensibilité de type 4, ces mécanismes sont médiés par des cellules, les lymphocytes surtout, et aussi les macrophages. Donc, elle est dite cellulaire. Les mécanismes sont cellulaires, c'est très important à savoir. Maintenant, on va s'intéresser à l'hypersensibilité de type 1. Alors, dans cette photo, je vous avais dit tout à l'heure, bon, je parlais toute seule, donc c'est le mastocyte qui existe dans le tissu. Hein. Là, c'est avant activation du mastocyte, donc il a plein de granulations, vous pouvez le voir ici, qui sont gorgées d'histamine. Là, par contre, l'histamine, suite à l'exposition à un allergène, excusez-moi, vous m'excusez une minute. Je n'ai pas besoin. Bon, je vous disais, donc, par contre, à droite, c'est après activation du mastocyte suite à la rencontre avec... Est-ce que vous pouvez mettre le mode agrandir, genre plein écran? C'est le plein écran, d'accord? Alors, la diapo est bloquée chez moi. Je ne sais pas pour le reste. Je vais actualiser. C'est bon, continue. D'accord. C'est bon? Je continue? Oui. Très bien. Donc, je vous disais qu'ici, le mastocyte à droite, c'est un mastocyte qui s'est activé et qui a libéré le contenu de ces granulations, c'est-à-dire l'histamine. Alors, maintenant, on passe à l'hypersensibilité de type 1. Je vous avais dit, elle est dite aussi immédiate. Donc, hypersensibilité type 1, elle est appelée hypersensibilité immédiate. Ou hypersensibilité IgE dépendante. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, ce sont les IgE qui interviennent dans ce type d'hypersensibilité. Je vous avais dit tout à l'heure que les mécanismes d'hypersensibilité type 1 sont d'ordre humoraux et c'est plus précisément l'IgE qui intervient. Alors, cette IgE, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se fixer sur les mastocytes surtout, au niveau tissulaire, et aussi les éosinophiles et le basophile. Comment est-ce que c'est fixe? Grâce à un récepteur. Il y a un récepteur des IgE qui est fixé par ces cellules et qui s'appelle FcεR1. On verra tout à l'heure la physiopathie, vous allez mieux comprendre. Cette fixation va induire l'activation des mastocytes et donc leur dégranulation, la production de produits très actifs tels que les leucotriens, prostaglandines, les cytokines, etc. Et au niveau, sur le plan clinique, il existe plusieurs types de signes, de symptômes, d'ordre cutané, digestif, respiratoire. J'ai mis quelques exemples. Donc, on peut avoir un eczéma, urticaire, une dyspnée, diarrhée, vomissement. Ça peut aller jusqu'au choc anaphylactique. Alors, on me dit que la diapo est bloquée, donc j'ai tout refait à zéro. On reprend. Là, vous voyez la planche des allergènes? Oui. Allergènes, insectes, poils d'animaux, oui. Ok, alors il faut me dire, écoutez, à chaque fois que je change de planche, je vais vous dire que je change et dites-moi si ça a changé ou pas, pour pas, d'accord? Je pense qu'il y a un léger décalage dû à la connexion, c'est tout, donc vous pouvez continuer.
Ok. Alors, on a différents types d'allergènes qui peuvent intervenir dans l'hypersensibilité type 1. J'ai mis quelques exemples seulement. On a les aliments, on a différents pollens, certains médicaments, les insectes, le venin d'insectes et tout ce qui est fanère d'animaux, les poils, tous les fanères en fait d'animaux, donc tels que le chat, le cheval, le chien, etc. Donc, il y a différents types d'allergènes qui peuvent induire ce type d'hypersensibilité. J'ai changé de planche. Vous voyez la planche suivante, IgE. Très bien. Donc, je vous l'avais dit tout à l'heure, la pièce maîtresse de l'hypersensibilité de type 1, c'est la molécule IgE, l'anticorps IgE. Vous savez que c'est un anticorps qui existe à très faible concentration dans le sang. Pourquoi? Parce que on dit que l'IgE est homocytotrope. Ça veut dire qu'elle aime se fixer sur les cellules au niveau tissulaire. Quel tissu? Particulièrement les mastocytes. Les mastocytes au niveau tissulaire. Et justement, c'est tout le mécanisme de l'hypersensibilité de type 1. Donc, puisqu'elle va dans les tissus pour se fixer sur les mastocytes, on la retrouve très peu dans le sang. Alors, maintenant, on va passer. Vous voyez cette planche? Vous voyez la planche des récepteurs? Oui, maintenant oui. Alors, donc, comment est-ce que l'IgE se fixe sur la mastocyte? En fait, c'est via deux récepteurs qui sont exprimés par c'est via des récepteurs, voilà, qui sont exprimés par le mastocyte. Le récepteur à retenir, c'est celui qui est à gauche. Je ne sais pas si... alors, voilà, j'utilise un pointeur. Donc, c'est ce récepteur qui est exprimé par le mastocyte, l'éosinophile, le basophile. Il est surtout exprimé par le mastocyte et le basophile, et un petit peu par l'éosinophile. Et c'est un récepteur de très haute affinité. Donc, l'affinité qu'il a pour l'IgE est très importante. Il est appelé FC. Pourquoi FC? Parce qu'il se lie à la partie FC de l'IgE. Epsilon par rapport à la chaîne lourde de IgE qui s'appelle epsilon, parce que le FC est formé de la chaîne lourde. R par rapport au récepteur. 1 parce qu'on a le 2 aussi. Mais le 2, vous ne le retenez pas. Hein. Il existe ce deuxième récepteur. Sans importance, ne le retenez pas. Donc, il faut retenir le FC epsilon R1. Alors, qu'est-ce qui intervient aussi dans l'hypersensibilité type 1? Ce sont différentes cellules. On a le mastocyte qu'on retrouve uniquement au niveau tissulaire, mais aussi l'éosinophiles et le basophile qui existent plutôt dans le sang, mais qui sont par la suite recrutés au niveau tissulaire. Alors, est-ce que vous voyez la nouvelle planche? Là, c'est très important qu'on soit coordonné parce que la physiopathologie, je l'ai faite avec des animations. C'est les étudiants de médecine. En quelle année? 3e. Il y a des généralistes qui passent le test aussi. Ah, ça c'est pour le test? Pour collège, les 3e années, les généralistes qui passent le test. Non. Non, ils m'ont pas répondu. C'est des Algériens. Ils m'ont pas répondu. J'ai dit bonjour, personne ne m'a dit bonjour. Parce que leur micro est coupé. Bonjour. Je vous souhaite beaucoup de courage et vous avez beaucoup de chance d'avoir une des meilleures en immuno. En tout cas, si vous avez besoin de révision d'autres cours où je me sens un peu plus à l'aise que Dr Mellal, ben, je suis à votre service. Ce fut le Dr Namoun. Merci beaucoup. Comment votre cours? Salut. Alors, on reprend. Donc, alors, comment ça se passe en fait? Il faut que vous sachiez que quel que soit le type d'hypersensibilité, on est dans l'immunité spécifique. Donc, comment ça se passe? D'abord, on rencontre l'antigène pour la première fois. Donc, on va sensibiliser le système immunitaire. La première fois, il n'y a rien. C'est une phase de sensibilisation. Donc, le premier contact avec l'allergène, c'est une phase de sensibilisation. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le système immunitaire va développer une mémoire, des anticorps, il va activer des T. Si on est dans la type 4, on aura une mémoire. Voilà. Donc, mais le temps d'avoir tout ça, l'allergène est déjà parti. Donc, il n'y a pas de symptômes la première fois. Par contre, la deuxième fois qu'on rencontre l'antigène, là, le système immunitaire est déjà prêt. On a les anticorps, on a nos cellules. Donc, il va y avoir directement liaison avec l'allergène et on aura des symptômes. Donc, la première fois, quel que soit l'hypersensibilité, le type d'hypersensibilité, c'est une phase, c'est une première rencontre, c'est une phase de sensibilisation, il n'y a pas de symptômes. Donc, essayez de suivre avec moi, s'il vous plaît, vous me dites, vous réactivez vos micros, au moins une personne pour qu'elle me guide, pour que je sache où est-ce qu'on en est, parce que c'est la planche la plus importante du cours, c'est la physiopathe. J'ai travaillé avec beaucoup d'animation, donc j'ai besoin d'être guidée. Alors, est-ce que, Volka, vous suivez avec moi? Est-ce que vous voyez les deux étoiles qui ont apparu? Qui sont apparues?
l'allergène. Voilà, ça y est. Et vous suivez avec moi. Donc, je disais, on a une première phase ou c'est une phase de sensibilisation. C'est la première fois qu'on rencontre l'antigène. Mais le système immunitaire, il ne le connaît pas. L'allergène, il vient. C'est une réponse, spécifique normale. Qu'est-ce qui se passe? L'allergène, il est reconnu par lymphocyte B et en parallèle, il est reconnu par la cellule dendritique. Donc, il va être capturé par les deux cellules, dégradé, associé aux molécules CMH et exprimé en surface. C'est la réponse que vous connaissez, d'accord? Il est exprimé en surface. La cellule dendritique, bien évidemment, elle va le présenter au TCD4. Alors, comme tu vois, TCD4. Ah oui, oui, c'est bon, on voit. En bleu. C'était le problème, tu as le plein écran. C'était ça, là, super. Alors, donc, il le présente au TCD4. Le TCD4 va donc s'activer et se différencier en TH2, T-helper. Ce TH2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir helper le B. Il va l'aider parce que le B, il ne suffit pas qu'il rencontre, qu'il se lie à l'antigène pour qu'il s'active. Il a besoin du TH2. Donc, il va l'aider grâce à des liaisons directes et via la sécrétion de cytokines. De l'IL4, le B a besoin de l'IL4. Suite à ça, le B va s'activer. Il va nous donner des B mémoires, bien sûr, et des plasmocytes qui vont sécréter des IgE. D'accord? Bon, quand on arrive à ce stade-là où on sécrète les IgE, l'allergène est déjà parti. Là, c'est trop tard, d'accord? Mais ces IgE, ils restent, ils sont là prêts à se lier à l'allergène qui est la deuxième fois. Donc, ces IgE, en fait, ils restent pas comme ça. Ils vont y aller se fixer au niveau tissulaire. Je vous l'avais dit, l'IgE, elle est homocytotrope. Maintenant, ils existent uniquement au niveau tissulaire, donc les IgE ne travaillent au niveau tissulaire. C'est pour ça que leur concentration dans le sang est très faible. Les IgE, je le dis encore une fois, il faut retenir le terme. Homocytotrope. Dans homocytotrope, qui est un cyto par rapport à cellule, et trope veut dire tropisme. Donc, l'IgE a un tropisme pour les cellules. Qui fait, elle va se fixer, regardez, elle va se fixer grâce à ce récepteur très fortement exprimé par le mastocyte. Je vous rappelle, c'est un récepteur de haute affinité. Donc, l'IgE va venir, va se fixer, voilà, il n'y a pas de suite. Là, à ce stade, il n'y a pas de suite parce qu'il n'y a pas d'allergène pour qu'il se fixe ici. D'accord? Il a déjà classé, il est parti, le temps, parce que vous savez que le temps de production des anticorps, quand même, c'est un délai de 10 jours environ, 10 jours, 15 jours, ça dépend, surtout l'IgE, les switch. Ça, c'est la première phase, c'est le premier contact. Lorsqu'on rencontre l'allergène la deuxième fois, l'IgE est déjà là, d'accord? Donc, et vous savez que généralement, l'allergène, il ne pénètre pas par le sang, il pénètre dans les tissus. D'accord? On a une brèche ou là, par exemple, si c'est un aliment, donc ça va être la muqueuse digestive. Si c'est quelque chose qu'on va inhaler, ça va être la muqueuse au niveau de l'appareil digestif. Alors, l'allergène, il rentre, hop, il va se fixer directement sur ces IgE. Les IgE déjà fixés sur les récepteurs qui existent sur les mastocytes dans les tissus. Regardez comment il se fixe. Il se fixe sur 2 IgE à la fois. Et ça, c'est une condition sine qua non. On a besoin qu'il se fixe sur les deux à la fois. C'est pour ça que cet antigène, cet allergène, on dit qu'il doit être multivalent. Multivalent, c'est que ça veut dire qu'il doit avoir au moins 2 épitopes. Vous voyez, c'est justement pour qu'il se fixe à 2 IgE. C'est une condition, la fixation à 2 IgE. On dit que l'allergène forme un pont entre ces 2 IgE. Ces 2 IgE qui sont côte à côte, d'accord? On appelle ça le pontage IgE. Donc, l'allergène forme un pont entre les 2 IgE. Justement, grâce à ce pontage, il va y avoir un signal. Vous voyez, il va y avoir un signal. Un signal va être donné au mastocyte pour qu'il s'active. Il va y avoir des conséquences. On aura 3 conséquences suite à l'activation du mastocyte. Premièrement, il va dégranuler ses granulations. Donc, il va y avoir libération les granulations, c'est l'histamine, d'accord? Vous savez que l'histamine, c'est une protéine qui est préformée. C'est une monoamine. J'ai eu des soucis de connexion. Donc, c'est une monoamine qui est préformée. Ça veut dire qu'elle est fabriquée à l'avance. Elle est stockée dans les granulations. Ensuite, quand on active le mastocyte, ça va se libérer. Donc, c'est la première des choses. Voilà, c'est la première parce que c'est déjà facile. L'histamine est déjà produite. Il suffit de libérer. Voilà. Donc, les symptômes, il faut savoir que les symptômes qui viennent très vite, c'est grâce à l'histamine. Parce que l'histamine est libérée très vite. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, elle est préformée.
Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir libération des médiateurs lipidiques, prostaglandine, leucotriène. Vous savez que ces médiateurs, ils sont produits par dégradation. On les produit pas à zéro. Il suffit de dégrader l'acide arachidonique. Non, vous avez fait ça en biochimie. Donc, c'est quelque chose qui met pas beaucoup de temps, mais quand même, ça vient après la libération de l'histamine. Voilà. Et enfin, on aura la production de cytokines et de chimiokines suite à la transcription de gènes. Donc là, ça met du temps. Il faut y aller dans les gènes, dans le noyau. Il faut activer les gènes. Ensuite, il va y avoir transcription, traduction et enfin libération. Donc, ce troisième type de produit va mettre un peu plus de temps pour qu'il soit libéré. Alors, tous ces médiateurs, l'histamine, prostaglandine, leucotriène et cytokines vont agir en fait sur différents, une fois libérés, vont agir sur différents types de cellules, d'accord? Donc, par exemple, si on est dans une muqueuse, c'est les cellules épithéliales. Il va y avoir vraiment différents types de cellules qui vont être affectées. Et c'est ce qui cause en fait les différents symptômes qu'on a, les différents effets qu'on aura. Donc, on aura des effets précoces, je vous l'ai dit, dus essentiellement à la libération d'histamine et un petit peu aux médiateurs lipidiques. Donc, on aura de la bronchoconstriction, de la vasodilatation, sécrétion de mucus. Et on aura aussi sécrétion de molécules d'adhésion et génération de précurseurs on aura en fabrication des polynucléaires neutrophiles, éosinophiles, basophiles. Donc, tout ça, on va les fabriquer. On va ordonner à la moelle osseuse de les fabriquer. Pourquoi? Pour préparer justement leur recrutement. Vous voyez, donc on aura des symptômes dus à la bronchoconstriction, vasodilatation et sécrétion de mucus. En parallèle, on exprime des molécules d'adhésion au niveau endothélial et on fabrique des PNL. Pourquoi? Pour les recruter. Vous savez que les molécules d'adhésion sont très importantes pour le passage à travers l'endothélium, pour que justement ces polynucléaires arrivent au niveau tissulaire. Donc, au départ, c'est le mastocyte qui répand, mais par la suite, on va recruter ces polynucléaires qu'on fabrique pour qu'ils prennent le relais. Voilà. Donc, on aura aussi des effets plus tardifs suite au recrutement de ces polynucléaires. Voilà, on aura recrutement de polynucléaires. On va voir ça ici. Voilà. Donc, on va recruter du basophile, de l'éosinophile et du neutrophile. Et ça va assurer, si vous voulez, la suite des symptômes donc de l'inflammation. On aura surtout de l'inflammation. Ce sont des cellules qui interviennent beaucoup dans l'inflammation. Voilà. Donc, on aura d'autres symptômes d'inflammation qui vont apparaître quelques heures après. Donc, on a les effets précoces. D'accord? Qui sont induits par histamine, médiateur lipidique, un petit peu cytokine ici. Et par la suite, on aura des effets tardifs suite au recrutement des polynucléaires, surtout l'éosinophile. Parce qu'en fait, l'éosinophile, une fois qu'il arrive là-bas, lui aussi va être activé, il va libérer. C'est un peu comme l'éosinophile et le basophile, ils ressemblent beaucoup aux mastocytes. Eux aussi, ils ont de l'histamine, des médiateurs lipidiques. Donc, c'est comme si on avait une deuxième phase, voilà, de réponse. Alors, et il faut savoir qu'à la longue, en fait, on peut avoir des effets chroniques. On peut avoir un remodelage des tissus. On peut avoir ces tissus qui sont, par exemple, si vous prenez un asthmatique, c'est quelqu'un qui fait tout le temps des réactions allergiques. Si on analyse tout son appareil respiratoire et ses poumons et tout, on se rend compte qu'il y a un remodelage tissulaire, que ces tissus ne sont pas les mêmes que ceux d'une personne normale. Parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de cicatrisation, de réparation, beaucoup de collagène suite à cette agression tissulaire qui a lieu à chaque fois. Alors, c'est bon, donc on a terminé avec la physiopathe, j'espère que ça a été clair. Maintenant, on va passer aux signes cliniques. Alors, c'est très divers, hein, je vous l'avais dit, c'est en fonction, ça dépend essentiellement du mode d'administration de l'allergène. D'accord? Donc, on a la dermatite atopique qui est très fréquente chez les enfants, chez les nouveau-nés, les nourrissants en fait. Donc, et généralement, ça disparaît. La dermatite atopique, on la voit surtout chez les personnes qui sont atopiques, d'où l'appellation atopique. D'accord? Donc, généralement, il s'agit d'enfants, de nourrissants issus de familles qui ont un terrain allergique. On a la rhinite allergique, c'est extrêmement fréquent. Généralement, c'est les pollens. On a l'asthme.
qu'on ne connaît pas très bien. Hein. L'asthme, on ne le connaît pas très bien. Il faut que vous le sachiez. Sur le plan physiopathologie, on ne le connaît pas très bien. Alors, nous avons l'allergie alimentaire qui peut se manifester qui se manifeste surtout par des signes digestifs, diarrhée, vomissements. Et on a aussi, on peut avoir un passage en fait au niveau systémique. Par exemple, si on a une concentration très élevée, si on administre un allergène avec une concentration élevée, il peut y avoir un passage systémique. Et on peut avoir donc différents symptômes systémiques qui peuvent aller jusqu'au choc anaphylactique et donc une mort. Voilà, on peut avoir une mort. Alors, on a terminé avec la clinique. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on diagnostique et la démarche diagnostique d'une hypersensibilité de type 1. Bon, ça fait intervenir le clinicien, mais aussi le biologiste. Alors, tout d'abord, il y a l'anamnèse, vous le savez très bien. L'interrogatoire est très important. On demande au patient qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il a inhalé, qu'est-ce qu'il suspecte. Par exemple, s'il s'agit d'allergènes alimentaires, on lui demande est-ce que cet aliment, par exemple, on va dire les œufs, est-ce qu'il fait une réaction suite à leur ingestion crue ou alors lorsque c'est cuit? S'il pense à un pollen ou à quelque chose de respiratoire, il demande le mois, la saison, parce qu'il y a des pollens, les périodes de pollinisation diffèrent en fonction des arbres. Donc, c'est pour repérer l'arbre, pour ensuite l'éviter. Donc, l'interrogatoire est extrêmement important. Évidemment, il y a un examen clinique qui se fait. Voilà. Et ensuite, on passe aux tests cutanés. En fait, les tests cutanés, il faut que vous le reteniez. Moi, je suis biologiste, mais je le dis. Ne vous arrêtez plus. Ça marche très bien. Je continue. Alors, donc je disais, les tests cutanés, il faut que vous le sachiez, c'est le gold standard dans le diagnostic d'une hypersensibilité de type 1. C'est l'outil diagnostique le plus important. Rien ne remplacera le test cutané. Tant qu'on peut faire un test cutané, on le fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, un test cutané, alors je vous mets le schéma, je ne vais pas vous l'expliquer, ce n'est pas le but. Mais en fait, un test cutané reproduit ce qui se passe réellement parce que c'est in vivo, c'est un test in vivo. Donc, je suis dans le tissu, j'ai mes mastocytes, je donne l'allergène et je vois si ça réagit ou pas. Donc, c'est un outil indispensable. Et on a différents tests cutanés. Le plus utilisé, c'est le prick test. Voilà. Mais bon, le souci, c'est qu'il peut y avoir des situations où on ne peut pas réaliser le test cutané. Par exemple, si le patient a ce qu'on appelle un dermographisme, c'est-à-dire une peau très sensible, ou alors un eczéma qui est généralisé. Donc, il y a aucune peau saine sur laquelle on peut tester. Par exemple, la femme enceinte, le sujet âgé, un enfant. Il y a aussi des médicaments qui contredisent le test cutané, tels que les antihistaminiques et d'autres médicaments encore. Voilà. Donc, il y a des situations où on ne peut pas réaliser le test cutané. Donc là, il faut penser à des alternatives. C'est là que la biologie intervient. Donc là, il y a des tests biologiques qui peuvent, on va dire, remplacer le test cutané quand on ne peut pas le réaliser. Mais j'insiste encore, quand on peut réaliser le test cutané, c'est ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exemple biologique? Alors, depuis longtemps, on parle de la quantité ou du nombre d'éosinophiles dans le sang. Et il y a les IgE total, dosage des IgE total. Donc, le nombre de PNE, c'est très simple, on peut l'avoir en faisant une formule. Et les IgE total, la concentration des IgE dans le sang, on peut la doser au laboratoire. C'est quelque chose de simple à faire. Mais bon, ce ne sont pas des tests très pertinents. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils peuvent être normaux en cas d'allergie, comme ils peuvent être augmentés alors qu'on n'a pas d'allergie, ou par exemple, quand on a une infection parasitaire. Quand on a une infection parasitaire, les IgE sont élevés, les polynucléaires éosinophiles aussi peuvent être élevés. Donc, en fait, ils sont encore demandés. Hein, l'FNS et le dosage des IgE total sont encore demandés, mais ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur. D'accord? Moi, je ne vous recommande pas. Ce qu'il faut faire, en fait, si on ne peut pas faire le test cutané, ce qu'il faut faire directement, c'est la recherche des IgE spécifiques. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, qu'on va pas doser les IgE, toutes les IgE. Non, on va, en fait, on va aller vers la spécificité. C'est-à-dire, je vais rechercher IgE anti-pollen d'olivier, les IgE anti-blanc d'œuf, les IgE anti-poil de chat,
etc. Comment est-ce que ça se fait? Ça se fait via, bon, c'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, ça se fait via des techniques immunoenzymatiques, on en a différentes, hein, immunoenzymatiques ou chimiluminescence, des techniques immunologiques. On va pas rentrer dans le détail, d'accord? Voilà, donc c'est quelque chose qui se fait, qui est très demandé, c'est même à la mode, c'est extrêmement demandé. Mais moi, vous êtes des médecins, donc moi, je vous dirais, ne demandez pas directement les IgE spécifiques. Vous passez aux IgE spécifiques uniquement si le test de test cutané ne peut pas être réalisé, ou alors vous avez une contradiction, c'est-à-dire vous avez, par exemple, vous faites l'anamnèse, vous concluez suite à l'interrogatoire qu'il a une allergie alimentaire, vous faites votre test cutané et hop, là, vous avez autre chose. Vous avez une allergie au pollen d'olivier ou la de cyprès. Voilà. Donc là, pour se trancher, vous pouvez passer aux IgE spécifiques. Sinon, moi, je vous déconseille de... Il faut commencer par le test cutané parce que ça reflète ce qui se passe au niveau tissulaire. Les IgE spécifiques, même si c'est un examen qui est spécifique, qui est extrêmement... c'est fin et spécifique, ça apporte beaucoup, hein, il faut dire ce qu'il en est. Mais ça ne reflète pas ce qui se passe au niveau tissulaire. Vous savez que les IgE sont surtout au niveau tissulaire. Donc, alors que nos IgE spécifiques, on les fait sur un prélèvement sanguin. Voilà. Donc, ça, c'est l'inconvénient. Mais bon, ça reste une bonne alternative. On a beaucoup de... On a beaucoup, en fait. Ça apporte beaucoup. La recherche des IgE spécifiques reste un outil qui est important. Pas indispensable, mais important. On a d'autres tests aussi qu'on ne va pas détailler. Bon, on les utilise dans d'autres situations, hein. On peut les utiliser si, par exemple, on n'arrive pas à conclure avec le test des IgE spécifiques. Voilà. Donc, c'est surtout le test d'activation des basophiles. Donc, on prend les basophiles du patient. Pourquoi les basophiles? Parce que nous, on travaille sur le sang, hein. On ne peut pas faire une biopsie tissulaire pour avoir des mastocytes. Et comme le basophile, c'est un petit peu le mastocyte du sang, donc on prend le basophile, on isole les basophiles et on essaie de les activer avec, on les laisse incuber avec l'allergène qu'on suspecte. Et puis on va l'étudier grâce à une technologie qui s'appelle la cytométrie en vue. On va voir est-ce qu'il exprime des marqueurs d'activation. Si c'est oui, ça veut dire que le patient est allergique à l'allergène qu'on a testé. Si c'est non, ça veut dire qu'il n'est pas allergique. Donc, c'est un test extrêmement coûteux qui se fait uniquement au niveau hospitalier parce qu'en fait, la machine, elle est tellement chère que le privé ne l'achète pas. Et en fait, on ne fait pas ce test tout le temps, on le fait surtout quand il s'agit de médicaments. Voilà, donc le patient, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son médicament, il part au laboratoire, il utilise par exemple un comprimé, il la broie, il fabrique, il prépare la solution de l'allergène. Ici du comprimé. Ensuite, il laisse cet allergène, cette source d'allergène en contact avec ses basophiles et ensuite, ils analysent ces cellules, ils voient est-ce que ça a été activé ou pas. Voilà. Enfin, on a ce qu'on appelle le dosage des médiateurs libérés. Il s'agit surtout de l'histamine. On a la tryptase aussi. Voilà, donc dosage de l'histamine et de la tryptase. Alors, ce test, il est simple, mais il n'est pas utilisé, en fait, il est utilisé dans l'urgence, uniquement quand on suspecte un choc anaphylactique. Donc, c'est un test d'urgence. Voilà, ce n'est pas, c'est pas un test de routine du tout. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça se fait, s'il y a des laboratoires qui les font. On a la technologie pour les faire, hein, mais généralement, les immunologistes ne les font pas. Ce n'est pas vraiment demandé, non. Nous, les immunologistes, on recherche surtout les IgE spécifiques et on réalise le TAB, le test d'activation des basophiles. Le TAB, T pour test, A pour activation et B pour basophile. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, je vous fais la synthèse de la démarche diagnostique, c'est que, bon, évidemment, il y a une anamnèse, un examen clinique. Ensuite, par rapport au test, c'est surtout le test cutané qui est très important. Donc, on utilise le prick test surtout. Quand on n'arrive pas à conclure avec le test cutané ou lorsque le test cutané est contre-indiqué, là, on va passer aux examens biologiques et il s'agit essentiellement des IgE spécifiques. Donc, c'est IgE. Généralement, on a des panels respiratoires et des panels alimentaires.
dans le panel respiratoire, on va retrouver les IgE anti-pollen, anti-poils, etc. Et dans les allergies, dans les panels alimentaires, pardon, on va retrouver IgE anti-tomates, anti-pommes de terre, anti-œufs, blanc d'œuf, jaune d'œuf, protéines de lait de vache, etc. Voilà. Donc, on a aussi le test d'activation des basophiles et le dosage des médiateurs libérés qui sont utilisés dans des situations particulières. D'accord? Donc, le TAB, on l'utilise surtout en cas d'allergie aux médicaments et le dosage de l'histamine et de la tryptase en cas de suspicion d'un choc anaphylactique. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, il y a le test de provocation qui n'est pas vraiment réalisé chez nous. Donc, il est réalisé aussi beaucoup plus pour les allergies professionnelles. C'est un test, c'est comme le test cutané, sauf que là, on respecte la voie de pénétration de l'allergène. C'est-à-dire que si c'est pas cutané, l'administration n'est pas cutanée. Si c'est un allergène respiratoire, là, on va l'administrer par inhalation. S'il est alimentaire, le patient va ingérer. Là, par contre, puisqu'on respecte cette voie, il y a un grand risque de choc anaphylactique et donc ça doit absolument se faire en milieu hospitalier. Il faut qu'il y ait un réanimateur à côté en cas de choc anaphylactique. Donc, ça reste quelque chose de très de limite risqué. Voilà. Donc, il faut prendre les précautions, toutes les précautions nécessaires. Alors, je vous remercie. Si vous avez des questions, je les attends. Et je m'excuse. Il y a une question. Oui. Il y a une question, je vais vous la dire. Docteur, s'il vous plaît, la personne atopique, est-ce qu'elle présente toujours une réponse immunitaire médiée par les GE en dehors de contact avec l'allergène? Vous pouvez refaire, est-ce qu'elle présente... Écoutez, si on ne rencontre pas l'allergène, on ne fait pas de symptômes. Ah bon, je vous relis la question. La personne atopique, est-ce qu'elle présente toujours une réponse immunitaire médiée par les GE en dehors du contact avec l'allergène? Non, 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 non. Vous êtes allergique à tel allergène. C'est quand vous rencontrez cet allergène que vous allez réagir. Même si vous avez... Les IgE, vous les avez. Classe, suite au premier contact, vous les avez. D'accord? Vous les avez au niveau tissulaire. Mais vous ne faites pas de symptômes. Vous les avez parce qu'on a une mémoire. Je ne sais pas si c'est de ça dont elle parle. On a les IgE, oui. D'accord? C'est rare que ça peut disparaître. Il y a des situations où les IgE disparaissent suite à l'éviction. D'ailleurs, c'est le principe de l'éviction. L'éviction, on évite l'allergène et puis après quelques années, on rentre en contact, on re-rentre en contact avec l'allergène et puis hop, il n'y a pas de, ça fonctionne pas toujours. Hein. Il n'y a pas de symptômes. Ça veut dire que ces IgE sont partis et que comme par hasard, je ne suis plus allergique. Ça peut arriver. Ok, alors il y a une deuxième question. Que se passe-t-il si un des allergènes entre en contact avec une personne qui n'est pas allergique? Comment il sera éliminé? Il va être éliminé comme En fait, je vais vous dire, hein, je vais vous donner des exemples tout bêtes. Hein. Par exemple, on va prendre un allergène alimentaire. Protéines de lait de vache, tout simplement, les protéines vont être dégradées au niveau de l'estomac. Ensuite, ça va être absorbé au niveau de l'intestin. Donc voilà, donc ça va être la voie naturelle. Il ne va pas être reconnu comme le système immunitaire comme quelque chose d'étranger. Ah, d'accord. Alors pour la première question, celle de tout à l'heure, elle précise qu'elle veut dire que c'est d'autres antigènes et non pas l'allergène spécifique. Ah non, non. Non, on a une réaction IgE dépendante pour... c'est-à-dire, je vais vous dire, si vous développez des IgE, vous faites de l'allergie. D'accord? Tant que vous n'êtes pas allergique à tel allergène, ça veut dire que vous n'avez pas développé des IgE. Elle veut demander est-ce que son système immunitaire ne sait faire que des IgE? Non. Ben non. Sinon, ça serait... non. D'accord, normalement c'est tout ce qu'on a comme question. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les écrire. Bon, si ça n'a pas été clair, vous les repréciser. Alors, il n'y a pas d'autres questions? Soit vous avez, comme je dis à chaque fois, soit vous avez tout compris, soit vous n'avez rien compris. J'espère que...
Il n'y a pas Non, beaucoup c'est de bon, questions. elle a compris. Elle a dit merci. Moi, c'est bon, elle a compris. Pardon, madame, je peux vous parler? Oui? Alors, j'ai une question. Il y a des gens qui avaient des allergies pour le lait durant leur enfance, mais Oui. avec le temps, ils ont maintenant, par exemple, ils n'ont plus cette maladie, ils n'ont plus cette allergie. Pourquoi ça? Bon, ça, on ne peut pas l'expliquer, hein. C'est les mystères du système immunitaire, mais je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a des allergies qui disparaissent. Surtout les allergies de l'enfance. Il y a des allergies qui surviennent surtout dans l'enfance, chez les personnes atopiques. Et puis la personne, quand elle grandit, elle a d'autres types d'allergies. C'est plus, dans l'enfance, c'est plus des allergies alimentaires et de la dermatite atopique. Ensuite, quand l'enfant devient adolescent, quand il grandit, là, il peut perdre cette allergie et il aura plutôt des allergies respiratoires. Ça veut dire tout simplement que les cellules mémoire qui produisent ces IgE ont fini par mourir parce que tout simplement, il n'y a pas eu d'entretien, on n'a plus rencontré cet allergène. Et puis, bon, quand on a réintroduit ces allergènes ou ces protéines de lait de vache après 10 ans, et bien, tout simplement, là, le système immunitaire n'induit pas une réponse IgE. D'accord. J'ai une autre question, s'il vous plaît. La maladie cœliaque est considérée comme une allergie de type 1? Type 4. Non, non. Type 4. En fait, je vais vous dire. C'est une maladie auto-immune. On ne va pas rentrer dans. Ah, d'accord, d'accord. C'est une maladie auto-immune. On a des lymphocytes autoréactifs, on a des auto-anticorps, d'accord? Mais elle ressemble, dans les QCM, vous pouvez avoir ce genre de questions. Maladie cœliaque, c'est quel type d'hypersensibilité? Et là, il faut dire type 4. Parce que tout simplement, elle a un mécanisme qui ressemble à celui de l'hypersensibilité type 4. D'accord? Il y a des lymphocytes d'accord, des lymphocytes T, des macrophages. Donc, elle ressent l'hypersensibilité type 4. Mais c'est une maladie auto-immune. D'accord, merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Docteur, juste par curiosité, moi je suis pas, par rapport à la rhinite, est-ce que, genre, je sais pas, il n'y a pas d'allergène spécifique vraiment parce que ça peut prendre à n'importe quel moment durant toute l'année. Parce que moi, je souffre. Pour le traitement, on me donne que les corticoïdes locaux, Rhinofcel et tout. Par rapport au traitement, moi, je ne saurais pas te dire parce que c'est le médecin s'y connaît mieux que moi. Il vaut mieux voir un allergologue. Mais pour le mécanisme? Oui, oui, pour l'allergène et le mécanisme. Il faut que vous sachiez que c'est local. Donc, ça peut suffire. La réaction, elle est locale. D'accord? Oui, oui, je vous ai compris. Non, je parle du point de vue allergène. Ça peut déclencher par rapport à dans n'importe quel moment de la journée et tout. Donc, est-ce qu'il y a une catégorie plus spécifique que d'autres par rapport à les agents qui peuvent induire la réaction lors des rhinites? Il faut que tu fasses, moi je te conseille, tu fais tes tests cutanés et tu peux faire aussi tes IgE spécifiques. Il n'y a aucun problème. Tu veux le faire al wahi. Ok. Le canal respiratoire. Ok. Et tu sauras. Non, il faut identifier les agents. Il ne faut pas dire il faut identifier les agents. D'accord, merci beaucoup. Par exemple, ça peut être, si c'est n'importe quel moment de la journée, peut-être que c'est des acariens, peut-être que c'est la poussière. Dans la poussière, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a les excréments de blattes, de cafards. Les gens ne le savent pas généralement. Mais dans la poussière qu'on a dans la maison, qui rentre dans l'extérieur et tout, on a beaucoup d'excréments d'insectes qui mettent la blatte. Et on peut être allergique à la blatte sans le savoir. D'accord? Et là, donc, on éternue parce qu'il y a eu de la poussière. D'accord. C'est des exemples pour que vous compreniez. Il y a des allergènes qu'on retrouve partout. D'accord, merci beaucoup. Alors, l'équipe, si vous n'avez plus de questions, je pense qu'on a terminé. Oui, si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole ou écrire, c'est comme vous voulez. Prenez la parole. Je vais parler. Donc, madame, est-ce que cette hypersensibilité de type 1, elle naît avec l'homme? C'est ça? C'est-à-dire on a des gènes qui vont favoriser ça. Oui, ça veut dire c'est presque congénital. Je vais vous dire, attendez. Les hypersensibilités, c'est un petit peu comme les maladies auto-immunes. C'est multifactoriel et multigénique.
D'accord? On peut avoir les gènes de susceptibilité et ne pas faire d'allergène par la suite, d'accord? Voilà, donc c'est vraiment multifactoriel, ça veut dire qu'il n'y a pas que le facteur génétique. Et même dans les facteurs génétiques, c'est pas parce qu'on a tel allèle qu'on aura forcément l'allergie. D'accord. Mais ça veut dire on peut avoir une allergie à n'importe quel âge. Non, il faudrait que le nourrisson ait déjà commencé à produire des IgE. On est dans l'hypersensibilité type 1, hein, d'accord? Oui, oui, bien sûr. Voilà, parce qu'il ne les produit pas à la naissance, ça dépend. Hein. Moi, je vais donner un exemple. Moi, mon petit garçon, il me faisait de la dermatite atopique parce que tout simplement, dans sa famille paternelle, ils ont un terrain génétique. Il a commencé avant une année, mais pas avant 6 mois, hein, d'accord? Donc, c'est... Oui? Oui. Vous terminez, pardon. Non, c'est bon, c'est bon. Madame, parce qu'il y a des gens qui... une fois, j'ai rencontré une femme qui avait 40 ans, je pense, et à l'âge de 40 ans, elle a su qu'elle a un asthme. Donc, c'est une allergie à l'âge de 40 ans. Non? Peut-être qu'elle faisait des petites... peut-être que c'est quelque chose qui était minime, mais c'est pas rendu compte. Mais c'est possible, effectivement. Hein, c'est possible. Et puis, il y a différents types d'asthme. Hein, ils sont pas tous médiés par les IgE. C'est complexe. L'asthme, c'est très complexe. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Madame, j'ai une question. Oui. J'aimerais savoir quels sont les symptômes des hypersensibilités de type 1 et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ils sont causés? Par exemple, l'induration de la peau, par quel mécanisme elle est causée? Et la même chose pour tous les autres symptômes. Vous voulez que je vous refasse tout le cours? Non, juste les symptômes des hypersensibilités. Les symptômes sont vraiment très variables. Vous avez tout ce qui est cutané, eczéma, urticaire, et vous avez tout ce qui est respiratoire, tout ce qui est alimentaire. Donc la dyspnée, les œdèmes, l'œdème laryngé, la diarrhée, les vomissements, ok. Et comment ça se passe? Tout simplement, c'est les médiateurs qui sont libérés. Il va y avoir de l'histamine, de la tryptase, les médiateurs lipidiques, c'est-à-dire les leucotriènes, les prostaglandines, il va y avoir des cytokines et des chimiokines qui vont recruter encore des polynucléaires, qui vont agir, qui vont reproduire encore tout le scénario du mastocyte activé. Donc, il va y avoir de la bronchoconstriction, de la vasodilatation, vasoconstriction. Ça dépend du tissu, ça dépend de quel médiateur a agi, etc. De la sécrétion de mucus, par exemple, dans l'asthme, on a une bronchoconstriction puis une sécrétion de mucus. Ok, donc tout dépend. Il y a on peut pas, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Est-ce que c'est les mêmes médiateurs qui causent des symptômes différents selon l'endroit? Oui, bien sûr, parce que les récepteurs sont différents, parce que le tissu est différent, d'accord? Donc ça dépend. Moi, si je suis au niveau des branches, c'est pas la même chose que si je suis au niveau de la peau. C'est pas les mêmes. Vous savez très bien, l'histamine elle-même a plusieurs récepteurs. D'accord? C'est comme l'adrénaline. Vous savez que par exemple l'adrénaline, bon, c'est juste un exemple. Hein. Vous savez que l'adrénaline, en fonction du tissu, elle va donner différents effets. Pourquoi? Parce qu'on a différents récepteurs qui sont exprimés dans tel et tel tissu. C'est bon? Oui, j'ai compris, merci. Je vous en prie. C'est bon? Ça sera tout? Alors, apparemment, c'est bon. Ben, je vous remercie. Je vous souhaite. Je pense qu'ils ont fini. Donc, au pire, quand on va publier l'enregistrement, vous poserez vos questions par commentaire. Inch'Allah. Très bien. Alors, je vous souhaite un très bon courage. Bon courage aux étudiants, à ceux qui préparent le test. D'accord? Ne lâchez rien. Bon courage et bonne fin de journée. Allez, au revoir. On se voit la semaine prochaine. À toutes. Bon courage. Merci, professeur. Merci, docteur. À la semaine prochaine. Inch'Allah. Allez, au revoir. Merci à vous aussi.